Mélanie Brulart, pharmacienne chez PharmaSuisse, la société des pharmaciens suisses, et nous allons parler des enjeux économiques et du financement du système de santé. Bienvenue à vous. Merci. La première intervention, à l'issue de cette intervention, comme pour toutes les autres, nous pourrons faire circuler un micro dans la salle pour pouvoir échanger. Voilà, bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation à ces journées franco-suisses. Donc, je suis Mélanie Brulart et j'ai préparé cette présentation avec ma collègue Denise Huguen-Tobler, qui est elle-même aussi pharmacienne, et nous avons un parcours similaire. Nous avons travaillé toutes de longtemps en pharmacie institutionnelle dans le parapublic et nous nous intéressons toutes deux à la politique professionnelle. Et donc, nous sommes engagés chez PharmaSuisse, la société suisse des pharmaciens. Donc, on m'a demandé de parler des enjeux économiques et du financement du système de santé avec leur impact sur les pénuries, mais aussi vice-versa, les pénuries ont un impact sur le système de santé et son financement. J'ai été pendant une année et demie chef du service de la santé du canton du Jura. Le canton du Jura, c'est la partie du bas ici. C'est un des 26 cantons suisses. Et en Suisse, chaque canton est souverain et a son propre système de santé. Donc le canton, quelle que soit sa taille, doit organiser et planifier et aussi financer le système de santé. Il est responsable en fait de l'approvisionnement en soins de sa population et à sa propre législation sanitaire. Pour le canton du Jura, ici, c'est 75 000 habitants, 840 km², et j'ai pris le territoire de Belfort pour faire une comparaison. Donc c'est 144 000 habitants, donc le double d'habitants dans le territoire de Belfort, un peu plus petit. Et c'est comme si le territoire de Belfort, pour vous, devait avoir son propre système de santé, avec un nombre d'habitants qui est équivalent à la ville de Colmar. Voilà. Et donc, le canton du Jura doit planifier le système hospitalier, les soins. Il est aussi, d'une certaine manière, propriétaire de son hôpital qui doit tourner et il doit le contrôler. Donc, c'est assez schizophrène de devoir en même temps limiter les coûts de la santé, les organiser et quand même que l'hôpital tourne, parce que c'est quand même, on est dans un marché. Pour comprendre la Suisse et les enjeux économiques sur les pénuries, je vais vous présenter en fait les 4 piliers du système politique suisse qui jouent un rôle clé dans l'organisation et le financement du système de santé. Alors, ces 4 piliers sont, à mon sens, le fédéralisme, le libéralisme, la neutralité et puis la démocratie directe. Alors, l'origine du fédéralisme, eh bien, c'est donc 3 cantons suisses qui sont mis ensemble pour s'opposer à la domination des Autrichiens, des Habsbourg, et ils ont fait un serment de s'entraider. Donc il y a une solidarité entre les cantons suisses. Encore aujourd'hui, si les cantons les plus riches donnent une partie de leur argent aux cantons les moins riches. Et s'il y a des catastrophes naturelles, etc., il y a une solidarité entre les cantons. Et la Suisse s'est construite comme une grappe de raisin, grain après grain, à partir de son centre, et des cantons sont venus s'y ajouter. Alors ici, c'est la devise de la Suisse, unus pro omnibus, omnes pro uno. Est-ce que quelqu'un a fait du latin et saurait ce que ça veut dire? Voilà. Voilà, alors c'est justement un pour tous, tous pour un, qui est bien antérieur au roman d'Alexandre Dumas. Et en fait, dans le roman d'Alexandre Dumas, c'est le contraire. C'est tous pour un pour tous. Mais c'est ce qui a popularisé en fait cette locution. Et puis, il y a un homme politique et stratège très célèbre qui a dit « La Suisse ne ressemble à aucun autre pays. La nature a fait votre État fédératif. Vouloir le vaincre n'est pas d'un homme sage. » Est-ce que vous savez qui c'est? Eh bien, c'est Napoléon, parce que la Suisse a été sous domination française
Et Napoléon a très vite compris que si on voulait changer le système suisse et le faire ressembler à la France, ça marcherait pas du tout. Et il aurait plus ses mercenaires pour ses armées. Et il aurait plus des gens sages et bien organisés qui ne font pas de bruit. Donc il a en fait signé l'acte de médiation en 1803 qui a donné naissance à la Suisse moderne. Donc c'est Napoléon qui a finalement permis de créer la Confédération suisse. Voilà, alors dans le fédéralisme, il y a un principe de subsidiarité. Alors, qu'est-ce que c'est le principe de subsidiarité ? C'est que une instance supérieure ne doit intervenir uniquement lorsque les autorités situées hiérarchiquement juste en dessous ne sont pas en mesure de le faire. Donc, en Suisse, on a plus de 2000 communes et les communes ont une grande autonomie. Notamment, les communes sont responsables de tout ce qui est gestion des déchets, approvisionnement en eau potable, par exemple. Et ces communes sont ensuite regroupées en cantons. On a 26 cantons. Et là, le canton, il est vraiment souverain, notamment en matière, comme je l'ai dit, de santé, mais aussi en matière de formation. Les universités en Suisse sont gérées par des cantons. Il y a des cantons universitaires. Donc, on peut toujours aller demander à la Confédération plus de moyens. La Confédération va répondre « Oui, mais c'est les cantons qui sont souverains en la matière. Nous, on ne décide pas des places d'université, par exemple. » Pour aussi la relève infirmière, c'est assez compliqué parce que chaque canton doit s'assurer qu'il y a assez de personnel formé. Alors, il y a un peu une concurrence parfois malsaine entre cantons pour attirer les jeunes dans leurs écoles pour ensuite qu'ils restent dans le canton. Ce qui fait qu'il y a un peu une concurrence, voilà, qui n'est pas bonne. Et la Confédération, donc le pays, la Suisse, s'occupe de toutes les tâches régaliennes, donc notamment la politique extérieure, tout ce qui est douane, l'armée, la défense du pays et aussi la monnaie. Et puis maintenant, je vais vous parler du libéralisme. Donc la Suisse est un pays très libéral. C'est inscrit dans la Constitution suisse que la liberté économique est garantie. Alors je vais prendre l'exemple de la loi sur l'approvisionnement du pays. Donc la loi sur l'approvisionnement du pays dit que l'approvisionnement économique incombe au milieu économique. Donc, fondamentalement, c'est le secteur privé qui est responsable de l'approvisionnement en médicaments de la Suisse. Et c'est seulement si les milieux économiques ne peuvent pas garantir l'approvisionnement en cas de pénurie grave que la Confédération ou les cantons vont intervenir. Et qu'est-ce qu'une pénurie grave ? Alors, à l'idée de la loi, c'était, par exemple, s'il y a une guerre. S'il y a une guerre, la Confédération prend le relais. Mais on l'a vu pendant la pandémie que si 26 cantons commencent de décider comment ils vont vacciner qui, à quel moment, ça marche pas. Il y a une cacophonie. Donc là, la Confédération aussi a dû prendre le relais. Et puis, bien sûr, avant que ces dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement ne peut pas être réglé de manière volontaire par les milieux économiques. Ça, c'est inscrit dans la loi. Donc, on doit attendre, voir si quelqu'un est d'accord de faire ci, ça. Et puis, c'est très, très lent. Il y a une certaine inertie en Suisse de décisions politiques lorsqu'on a des pénuries, qu'elles soient de personnel soignant ou de médicaments. Et cette inertie politique, on la retrouve souvent à plusieurs niveaux. Ce qui a fait dire à notre conseiller fédéral en charge de la santé au moment de la pandémie, donc le ministre de la Santé suisse Alain Berset, une phrase qui est devenue culte: « Nous souhaitons agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. » Et ça montre bien la façon de travailler en Suisse. On veut du consensus, on discute beaucoup pour arriver à une décision. Et puis cette phrase avait été reprise donc pendant la pandémie à toutes les sauces, notamment nous souhaitons aller à l'apéro aussi vite que possible, mais en revenir aussi lentement que nécessaire. Donc, oula, je retourne.
Voilà, maintenant, aussi un des principes en Suisse que vous connaissez, c'est la neutralité. Alors, la Suisse ne prend pas ouvertement parti dans les conflits armés, notamment, mais c'est pas seulement ça. C'est justement aussi une application de ce principe de subsidiarité. Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire de manière autonome, on doit le faire et on ne va pas le déléguer à une instance supérieure. Donc, on ne fait pas partie de l'Europe. Et puis, par rapport à ce qui nous intéresse aux médicaments, vous avez l'EMA, qui est l'autorisation de mise sur le marché des médicaments en Europe. C'est donc une instance commune aux pays européens qui fait une fois le travail de surveillance du médicament. Eh bien, en Suisse, on a le pendant, ça s'appelle Swissmedic, donc ça a été créé par les cantons, parce qu'avant, chaque canton aurait dû le faire, mais là, les cantons se sont mis ensemble pour créer Swissmedic. Et puis, c'est l'autorité de surveillance des médicaments en Suisse. Alors, cette autorité de surveillance n'a pas la même réglementation que l'EMA. Notamment, pour mettre un médicament sur le marché, vous devez avoir au moins une succursale en Suisse. Si vous mettez sur le marché un générique, il faut qu'il ait exactement les mêmes formes galéniques que l'original. En plus, on a un pays où il y a 3 langues, donc c'est un peu anecdotique, mais chaque prospectus d'emballage doit être en 3 langues. Donc c'est du travail supplémentaire pour les firmes qui doivent le fournir pour finalement un pays de 9 millions d'habitants. Donc c'est vraiment petit et c'est pas du tout un marché intéressant. Donc ceci aggrave les pénuries. En plus, on n'a pas le droit de faire des importations parallèles en Suisse parce on est aussi protectionniste. Donc si une firme a un médicament à l'étranger, mais plus la boîte suisse, elle ne peut pas simplement dire j'importe des médicaments de France ou d'Allemagne. C'est pas possible. Et puis en officine ou à l'hôpital, pour chaque médicament commandé à l'étranger, on doit avoir une traçabilité et ça doit être pour un patient particulier. Et c'est seulement si on n'a pas d'équivalence en Suisse. Donc là, notre neutralité, notre autonomie a des limites quand on arrive à des cas de pénurie aussi graves qu'actuellement. Et dans notre pays, on a aussi un outil démocratique qui fait partie de la démocratie directe, c'est l'initiative populaire. Donc chaque citoyen peut, s'il récolte 100 000 signatures en l'espace de 18 mois, déposer un texte qui pourra être soumis au vote pour modifier la Constitution suisse. Et chez nous, on vote 4 fois par an, et notamment sur des initiatives populaires. Donc on donne la parole au peuple. Donc cet outil est utilisé par aussi les professions médicales ou soignantes. Il y a eu une initiative Oui à la médecine de famille qui demandait à ce que la médecine de famille soit inscrite dans la Constitution, c'est-à-dire on voit sa juste valeur et on demande des moyens pour la formation et une rémunération qui soit en conséquence. Il y a eu une initiative pour des soins infirmiers forts. Vous voyez ici l'affiche de propagande, donc c'était applaudir ne suffit pas, c'était après la pandémie, et là on veut aussi que il y ait un accent mis sur la formation du personnel, sur les conditions de travail et sur la valorisation de leurs tâches. Et ces 2 initiatives ont été acceptées par le peuple. Une 3e initiative, oui à un approvisionnement médical sûr, là a été déposée par un comité d'initiative dont fait partie la Société suisse des pharmaciens, pour que, en fait, la Confédération prenne ses responsabilités en matière d'approvisionnement. Donc ça, c'est une atteinte au fédéralisme, et c'est volontaire, pour que y ait des mesures qui soient prises pour assurer l'approvisionnement. Et vous voyez que chaque fois qu'il y a ces initiatives populaires, on joue sur l'aspect émotionnel, que ça soit au niveau de la récolte des signatures ou après au niveau du vote. On met un soignant qui dit applaudir ne suffit pas. Oui, on a beaucoup travaillé pendant la pandémie, maintenant il faut absolument nous soutenir. Ou alors on met un doudou en disant s'il manque des médicaments, ce sera peut-être pour votre enfant. Et ça, c'est un peu systématique. Chaque fois qu'il y a une initiative, on joue sur le côté émotionnel, ce qui a des fois du bon, mais parfois du mauvais, parce que c'est pas toujours des votations qui sont rationnelles. Voilà, maintenant je vais vous présenter
les coûts du système de santé suisse. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais simplement le coût par année du système de santé suisse, c'est 869 francs par habitant. 1 franc est 1 euro. Donc 870 francs par habitant et par mois. Et ça fait à peu près, comme pour la France, 12% du produit intérieur brut qui est dédié à la santé. Les principales prestations sont fournies donc sont des soins curatifs stationnaires, donc les soins longue durée ou les soins hospitaliers. Et puis, plus du tiers est fourni par les hôpitaux, puisque les hôpitaux fournissent de l'ambulatoire et du stationnaire. Le système est financé de la manière suivante. Donc, on a à peu près 90 milliards de francs par année qui est dédié à la santé. Et puis, 30 milliards proviennent de l'impôt et 60 milliards des ménages. Et en Suisse, on a les ménages contribuent énormément au système de santé et on a un système de prime par tête. Ça veut dire que quel que soit votre revenu, vous paierez la même chose. Bien sûr, il y a un système de subventionnement, d'aide aux ménages qui gagnent le moins, mais la classe moyenne perd un lourd tribut et commence de ne plus pouvoir en fait payer ses primes par tête. Si vous avez une famille de 4 enfants, quel que soit le revenu, vous payez exactement la même chose qu'une autre famille qui aurait 4 enfants avec un revenu bien supérieur. Voilà, donc maintenant je vais passer aux pénuries de médicaments. Donc, comme je vous ai dit, on est dans un pays libéral où le secteur privé est responsable de l'approvisionnement économique du pays. Donc, dans un pays même réglé comme une horloge, comme en Suisse, si on pense qu'on va laisser la main invisible gérer le système selon l'offre et la demande, sans contrôle, eh bien le résultat n'est pas celui qu'on attend. Hein. Pensez bien, là, on attend à ce que la 5e ampoule parte d'un côté, mais ce n'est pas du tout ce qui va arriver. Donc les pénuries de médicaments en Suisse ou dans le monde occidental ont les mêmes causes. C'est peut-être exacerbé en Suisse du fait du système de santé et du système politique qu'on a, mais je vais vous parler ici du cas de la Suisse. Donc les causes initiales de ces pénuries, c'est déjà la taille du marché suisse. Comme je vous ai dit, 9 millions d'habitants, il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires à se faire, selon... tout est relatif, hein, toujours. Et puis, il y a une distorsion entre les attentes de rentabilité et les exigences du marché. Hein. On a Swissmedic, donc une propre autorité de surveillance, qui a des exigences. Et puis, les firmes aimeraient quand même pouvoir vendre leurs médicaments et gagner de l'argent. Donc, ils doivent se conformer à ces règlements. Et ensuite, on a aussi Monsieur Prix en Suisse. Hein, donc, on l'appelle comme ça, c'est une personne, Monsieur Meyerhans, qui, en fait, regarde s'il y a de la concurrence déloyale, si les prix sont surfaits, etc. Et constamment, il tape sur le prix des médicaments qui sont plus chers qu'en Europe, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que les médicaments qui sont plus chers qu'en Europe, en Suisse. La téléphonie mobile, la nourriture, les habits, n'importe quoi est plus cher. C'est un îlot de cherté. Et puis, à force de faire pression sur ces prix, l'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, a quand même un moyen de les faire baisser, notamment en diminuant, par exemple, le prix qui sera remboursé. Donc le marché attend que les prix soient bas, mais en même temps le marché demande à une réglementation très difficile, ce qui fait que les firmes souvent sont pas enclines forcément à faire des efforts pour mettre des médicaments sur le marché. Et ces causes donc déclenchent une pression économique dans tous les pays occidentaux, et puis aussi permettent dans les pays à bas salaire, donc les pays émergents, d'avoir une certaine économie qui est favorisée dans ces pays-là par une politique de normes, notamment sociales ou environnementales, beaucoup plus basse qu'en Europe.
Et ensuite, on a pour conséquence une délocalisation de la production, notamment en Asie, et puis une optimisation économique. Tout le monde travaille à flux tendu parce qu'on veut avoir les prix les plus faibles possibles. Et donc le résultat, c'est qu'on a bien sûr une dépendance par rapport à l'étranger, une concentration des risques dans certains pays et certaines usines, et puis une perturbation entraîne des pénuries considérables et puis qui ne sont pas forcément prévisibles. Là, c'est le battement d'aile d'un papillon en Chine, fait tousser toute l'Europe. Ici, vous avez un graphique qui montre les pénuries en Suisse depuis 2018. Donc, ces données sont venues d'un site privé d'un pharmacien hospitalier, drugshortage.ch. Et puis, on voit que depuis 2018, il y a une constante augmentation de ce nombre de médicaments en rupture, avec, pendant la pandémie, paradoxalement, une diminution de ces ruptures, du fait qu'il y a eu moins de recours aux soins, parce qu'il y a eu des mesures d'hygiène, des mesures d'isolement, il y a une diminution des consultations médicales, une diminution des opérations chirurgicales notamment, mais aussi parce que les gens ont fait des réserves avant la pandémie. Mais cette politique zéro Covid, notamment dans les pays d'Asie, a en fait fermé certains sites de production et bloqué l'exportation d'à peu près 26 médicaments, dont des antibiotiques et le paracétamol. Et maintenant encore, on a les conséquences de cette politique zéro Covid et puis on ressent les pénuries. Vous voyez que c'est reparti en flèche dès début 2022, ces pénuries de médicaments. Alors, les pénuries de médicaments, il y a une conséquence sur les coûts de la santé. Il y a évidemment des coûts directs d'une pénurie, que ce soit sur le chiffre d'affaires des firmes, le chiffre d'affaires des pharmacies, au niveau de la charge de travail, on y reviendra après, donc les professionnels de santé ont une charge de travail plus élevée à cause des pénuries, vous le savez tous, et puis aussi un surcoût des médicaments de substitution. Si on prend l'exemple de la spironolactone, en Suisse, on a seulement le générique de chez Pfizer. On n'a que l'aldactone, on n'a pas d'autres génériques parce que les prix sont déjà bas, donc on n'a rien sur le marché d'autre que l'original. Et donc, quand il est en manque, comme ces dernières semaines, eh bien, on a quelques possibilités. Par exemple, la fabrication, mais la fabrication en pharmacie n'est pas rétribuée à sa juste valeur parce que la façon de la taxer est vieille de 20 ans. Ensuite, on peut la commander à l'étranger, mais c'est seulement, comme j'ai dit, pour un patient particulier, donc il faut faire les démarches à chaque fois. Et puis, on pourrait donner les Plérénone, donc un équivalent qui a le même effet. Seulement, il est plus cher. C'est 32 centimes par jour l'aldactone et c'est la spironolactone et 1 franc par jour à peu près les Plérénone. Donc, vous voyez que si au niveau suisse, il y a 100 000 personnes qui auraient une insuffisance cardiaque, qui auraient besoin de ce médicament, on arrive à 25 millions de plus par année de coûts pour la santé parce qu'il y a une pénurie. Et puis après, si on substitue par un médicament équivalent, le patient, il est peu enclin à revenir en arrière. Il ne voit pas pourquoi. Si ça va bien avec son médicament maintenant, il retournerait à l'ancien. Donc on entre dans un cercle vicieux d'augmentation des coûts avec ces pénuries. Et puis ensuite, il y a les coûts indirects, donc c'est la perte de productivité. Si on manque d'un médicament, est-ce que le patient sera bien traité? Est-ce qu'il ne sera pas plus malade? Est-ce qu'il ne sera pas handicapé par le manque de médicaments? Ça, c'est des coûts qui n'ont pas pu être chiffrés exactement en Suisse, mais on estime qu'il y a quand même un problème parce qu'il y a une enquête qui a montré qu'un quart des ménages suisses a été touché une fois durant l'année par une pénurie. Donc, ce coût des pénuries de médicaments coûte à peu près 0,5% du total des coûts du système de santé en Suisse, donc jusqu'à 500 millions estimés.
La charge de travail que ces pénuries impliquent à plusieurs niveaux est aussi assez importante. Évidemment, dans l'administration, il y a un peu plus de charge de travail à cause des pénuries. Pour l'économie également, mais ça reste quand même faible. Par contre, au niveau des professions de la santé, là, vous voyez que c'est en millions, 128 millions de plus qui a coûté aux cabinets médicaux, évidemment c'est en salaire médecin, et puis 48 millions pour les pharmacies publiques. Il y a aussi beaucoup plus de cabinets médicaux que de pharmacies, donc forcément que les coûts sont différents, mais vous voyez que pour les pharmacies d'hôpital, on pense qu'il y a eu à peu près pour 4 millions de coûts supplémentaires en charge de travail durant une année pour ces pénuries. Il n'y a pas énormément de pharmacies hospitalières en Suisse, donc ces coûts sont très importants. Et en détail, cette charge de travail, donc là, par équivalent plein temps, liée aux perturbations. Donc là, c'est en heures par équivalent plein temps. Un équivalent plein temps en Suisse, à 100%, c'est 42 heures à peu près. Et là, vous voyez que pour des pharmacies d'hôpital, ça se situe en 20 et 40 heures de plus par équivalent plein temps et par an. Donc c'est quand même assez important. Évidemment, dans les pharmacies publiques, c'est plus important parce que vous faites le travail. À chaque fois, vous devez faire l'information aux patients, l'information aux médecins. En pharmacie d'hôpital, on essaye de faire l'information une fois du changement pour tous les patients. Et les patients aussi à l'hôpital sont habitués à avoir un autre médicament que celui à la maison. Donc il y a moins de discussion et de sécurisation, disons, de prise du traitement, comme ça pourrait l'être à l'officine. Donc la réponse politique à ces pénuries de médicaments, donc là, bon, vous ne voyez pas bien, mais il n'y a pas besoin de lire, c'est en fait un catalogue de 20 mesures que l'Office fédéral de la santé publique a mis en place, et notamment une réponse internationale pour beaucoup plus collaborer avec les autres pays européens et d'Asie, et aussi des mesures nationales, notamment faire un registre des médicaments qui manqueraient, faire des réserves obligatoires, et puis aussi une stratégie particulière pour l'approvisionnement en vaccins, qui est donc la base de la santé publique. Et ce qui est aussi proposé, c'est de monitorer ces pénuries, parce que maintenant, ça les fait, mais uniquement par des privés. Et vous voyez ici la durée, en fait, pour que ces mesures soient sorties, mais pas encore appliquées, donc simplement proposées. Depuis 2006, il y a des discussions sur ces pénuries et les premières mesures, et c'est seulement en 2024 que sort ce catalogue de propositions de mesures. Voilà, alors quelles sont les revendications des professionnels, étant donné un peu la lenteur de ce qui est mis en place. Alors ici, vous avez les revendications de la Société suisse des pharmaciens. Donc déjà, ce qu'on demande, c'est de créer une compréhension commune du problème. Qu'est-ce qu'une pénurie? À partir de quand on estime qu'un médicament est en rupture de stock? À partir de quand on prend des mesures? Que ça soit clarifié. Créer un système d'information nationale pour que les pharmacies puissent se référer à une base de données où on peut suivre les pénuries, les prévoir et puis trouver des équivalences. Et puis aussi indemniser le temps de travail, comme on l'a vu, qui est nécessaire pour combler ces pénuries. Et puis donc aussi pour la fabrication, notamment à l'hôpital, la fabrication des médicaments qui pourraient être vendus à charge de l'assurance obligatoire des soins doit être finançable et rétribuée à sa juste valeur. Et puis aussi créer justement un processus où les tâches et les responsabilités sont définies. On ne peut plus tout laisser au secteur privé de manière volontaire, mettre en place des mesures pour pallier à ces pénuries.
Et puis donc, à chaque décision aussi politique, il faut prendre en compte le contexte global et voir si ça a une implication sur les pénuries, notamment lors de la révision des prix des médicaments. C'est que les médicaments génériques sont déjà peu chers, mais il y a une pression encore sur ces prix. C'est pas les médicaments qui coûtent le plus dans le système de santé, hein, c'est les nouveaux médicaments qui coûtent le plus. Et à force de faire pression sur ces prix, certaines firmes renoncent donc à les mettre sur le marché suisse. Et puis, concernant donc la pénurie de médicaments, il y a eu cette initiative populaire dont je vous ai déjà parlé, qui a été déposée l'automne passé à la chancellerie fédérale. Et cette initiative populaire demande que soit inscrit dans la Constitution notamment des mesures pour pallier à ces pénuries. Donc, encourager la Suisse la recherche, le développement et la production de médicaments, que ça ne soit pas que de l'étranger, assurer la constitution de réserves suffisantes, assurer une coopération avec l'étranger et puis assurer la distribution dans tout le pays. Et puis l'alinéa E ici, donc je suis assez contente j'étais dans le comité d'initiative au moment de l'écriture, d'avoir pu le mettre, c'est assurer la remise décentralisée de produits thérapeutiques importants, assortis de services de conseil et d'assistance de professionnels, dont là, on cite sans le citer le pharmacien, donc pouvoir permettre aussi aux pharmaciens d'être nommés plus ou moins dans la Constitution. On ne pouvait pas mettre pharmacien parce qu'en Suisse, encore une particularité, vous avez 2/3 à peu près des cantons où c'est le médecin qui dispense les médicaments. Donc, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour aller en pharmacie, c'est le médecin qui diagnostique, prescrit et vend. Donc, voilà. C'est encore une particularité. Voilà, je vais passer à la pénurie de personnel. Alors, en Suisse, on a des difficultés à obtenir des données. C'est aussi une conséquence de ce fédéralisme. Donc, la Confédération a chez elle le nombre de diplômes délivrés par année ou le nombre de diplômes reconnus. Mais les autorisations de pratique sont en main cantonale et un pharmacien peut avoir une autorisation dans plusieurs cantons. Ensuite, on peut demander aux entreprises, mais c'est clair que c'est toujours à qualité variable. Et surtout, on ne sait jamais combien d'EPT, donc d'équivalent plein temps, il y a. On sait le nombre de pharmaciens, mais pas quel est le pourcentage de travail. Donc, ce qu'on peut estimer lorsqu'on essaye de savoir s'il y a des pénuries, c'est en fait le nombre de postes à pourvoir. Donc là, on peut voir que les pharmaciens sont juste derrière les médecins en nombre de postes à pourvoir, enfin en demande de pharmaciens. Et on dépend totalement de l'étranger. Donc ici, vous voyez en bleu les diplômes fédéraux, donc les diplômes délivrés en Suisse chaque année pour des personnes qui ont fait leurs études en Suisse, et les diplômes reconnus, donc les diplômes qui sont étrangers et pour des personnes qui viennent travailler en Suisse. Et vous voyez que plus de la moitié maintenant, chaque année, sont des diplômes, en fait, qui proviennent de l'étranger. Donc, où ? Merci, amis français et italiens et allemands, parce que sans vous, on n'aurait pas un système de santé qui fonctionne en Suisse. Ça, c'est vrai pour la pharmacie, mais c'est d'autant plus vrai pour les soignants et les médecins. Donc, on dépend totalement de l'étranger. Donc on a en Suisse, vous savez, 3 langues nationales, donc c'est pour ça que les personnes viennent de France, d'Italie et d'Allemagne, ce qui est aussi parfois un peu compliqué. Je reviens donc par exemple au canton du Jura. Le canton du Jura, petit canton, n'a pas d'hôpital universitaire. L'hôpital universitaire est celui de Bâle. Et il y a une grogne dans la population parce que de moins en moins de soignants ou de médecins ne savent le français. Donc, quand vous êtes hospitalisé en milieu universitaire, d'autant plus avec des opérations lourdes, et vous avez du mal à obtenir des informations dans votre langue, bien qu'ils fassent des efforts pour avoir dans chaque service quelqu'un qui parle français. Mais c'est assez compliqué. Ah non, c'est là. Donc en Suisse, je vais encore vous dire, donc le quart des autorisations de pratique, donc des personnes autorisées à pratiquer en Suisse sont étrangères. Et en plus, 40% de ces autorisations de pratique sont détenues par des gens de
plus de 56 ans, ce qui veut dire que dans 10 ans, eh bien, on aura 40% de personnel pharmacien en moins. En revanche, le nombre de places d'études n'augmente pas, en tout cas pas en Suisse romande. Il augmente un peu en Suisse alémanique avec l'ouverture d'une nouvelle chaire à Berne, mais on a un problème de nombre de places d'études. Il faudrait former plus de monde, bien qu'on nous dise que personne n'est refusé. Alors, il faudra aussi améliorer l'attractivité de la profession aussi pour que plus de jeunes soient intéressés à faire pharmacien. Et d'avoir ce réservoir en fait en personnel juste à côté de chez nous, dans les pays limitrophes, ça a été un oreiller de paresse pendant des années pour le système politique suisse, en se disant de toute façon on a assez de monde qui vient de la France, d'Italie ou d'Allemagne. Mais maintenant, dans les pays limitrophes, vous manquez aussi de personnel. Donc il y a des actions qui sont mises en place pour garder votre personnel, notamment des primes à l'embauche, ou même on discutait de savoir si des personnes qui partiraient juste après les études en Suisse ne devraient pas rembourser une partie de leurs études. Donc c'est tout à fait légitime parce que vous ne pouvez pas que former du monde pour qu'il soit après utilisé par les autres pays. Alors pénurie de personnel. On a beaucoup parlé des conditions de travail difficiles, de la charge de travail, du stress. Et est-ce que c'est une cause ou la conséquence d'une pénurie ? Évidemment, quand vous êtes moins dans une unité de soins ou dans un hôpital, vous avez plus de stress, donc vous avez moins envie de faire le métier, vous avez moins de satisfaction au travail. Mais aussi, et notamment en Suisse, à cause, je dirais, de l'initiative Soins infirmiers forts, pendant la campagne, les associations d'infirmières ont vraiment martelé que les conditions de travail étaient extrêmement difficiles, qu'il fallait valoriser la profession, que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Évidemment qu'elles ont raison, mais quel jeune après a envie de se lancer dans cette carrière si il a entendu pendant une année de campagne que c'était en fait catastrophique ? Et quel parent veut pousser son enfant à faire cette profession ? Donc on a un problème. Et aussi dans le canton du Jura où j'étais, eh bien, on a des classes qui ne sont pas remplies. Donc, on peut très bien ouvrir des classes de soignants, mais en fait, les gens ne s'intéressent plus, y compris pour les professions de ASSC qu'on appelle chez nous, c'est aide-soignant, enfin, avant infirmière, les classes sont pas du tout pleines. Donc là, il faut travailler sur l'attractivité des professions et montrer en fait tous les bons côtés des professions, parce qu'il y en a, pour que en fait les jeunes aient envie de revenir travailler dans le milieu de la santé. Ici, c'est une enquête Scopica qui a été faite avec la collaboration de l'hôpital universitaire vaudois pour tous les professionnels de santé. C'est pas que les pharmaciens, mais enfin ça fait partie du tout, de cette insatisfaction donc au travail. Alors les revendications de la Société suisse de pharmaciens, c'est positionner donc le pharmacien comme acteur fondamental des soins médicaux de base, adapter les lois pour aussi valoriser la profession, avoir une équité de moyens pour toute la formation, qu'elle soit universitaire ou formation post-grade, avoir une juste rémunération des prestations, comme je vous ai dit avant, que ça soit par rapport à la fabrication de médicaments, mais aussi à toutes les activités que font les cliniciens, tout ce qui est revue de médicaments, réconciliation médicamenteuse. On n'a pas de rémunération pour ça et on veut pouvoir l'obtenir. On est juste payé en fait en Suisse à la vente de médicaments. On veut promouvoir aussi nos collègues assistantes en pharmacie qui font un travail extraordinaire, que ce soit à l'hôpital ou en officine. Et ça a toujours été un métier, disons, un deuxième salaire pour une famille, un métier très très féminin qui n'est pas défendu et puis pas payé correctement, je trouve, en Suisse en tout cas. Et puis donc améliorer les conditions de travail pour concilier vie professionnelle et vie privée pour attirer aussi les gens dans la profession. Alors, quelle est la réponse politique par rapport à la pénurie de personnel ? Eh bien, le Conseil fédéral a décidé de mettre en place une stratégie avec une vision soins de base 2040, avec deux objectifs. Un objectif pour garantir un système de soins innovant
et clarifier la répartition des compétences entre professionnels de santé et utiliser la transition numérique. Et un deuxième champ d'action qui, là, veut favoriser les conditions de travail, améliorer les conditions de travail et favoriser la promotion de la relève. Donc, c'est un grand chantier qui vient de commencer, mais ça nous permettra, en tant que pharmaciens, de se positionner dans les soins de base et ça permettra aussi de commencer vraiment le travail interprofessionnel entre toutes les professions qui manquent de personnel. On est obligé maintenant de se mettre ensemble pour trouver des solutions. Alors, quelle opportunité pour la pharmacie, ces pénuries de médicaments et ces pénuries de personnel? Eh bien, là, j'ai pris la tour d'ivoire de Philadelphie. Là, c'est l'opportunité de sortir parfois des tours d'ivoire ou des sous-sols de pharmacie hospitalière et de sortir des murs aussi de l'hôpital pour montrer ce qu'on sait faire, à quoi on sert et la plus-value du travail du pharmacien, notamment, je pense, clinicien. Et donc, avec le virage ambulatoire qu'on connaît maintenant pour le financement du système de santé, les pharmaciens hospitaliers sont vraiment nécessaires, je pense, au secteur ambulatoire aussi. Ils doivent faire des prestations aussi en ambulatoire. Et donc, mon but ou rêve d'ici les 15 prochaines années, ce serait d'avoir vraiment une reconnaissance du pharmacien consultant, du pharmacien qui puisse être payé et rémunéré à la prestation de consultation, que ce soit pour des revues de traitement, des réconciliations médicamenteuses, l'aide à l'adhérence thérapeutique, y compris donc en milieu hospitalier, mais ça c'est un peu plus compliqué en Suisse, mais en tout cas en milieu ambulatoire. Donc il y a beaucoup de pharmaciens suisses qui sortent déjà de leur mur et qui font de l'ambulatoire, donc c'est très bien, mais il ne faut pas se gêner, il faut continuer parce qu'il y a un besoin énorme. Et puis maintenant, depuis la semaine passée, les chambres fédérales ont décidé une modification de la loi sur l'assurance maladie et il sera possible, si les prestations sont reconnues, aux pharmaciens de facturer à charge de l'assurance obligatoire des soins, ce type de prestations qui augmente la sécurité du traitement et participe à la prévention aussi en santé publique. Mais après, il faudra encore négocier des conventions tarifaires avec les assureurs et puis je pense que ce sera le plus compliqué. Voilà, donc ici je veux vous présenter justement quelqu'un qui est sorti de sa pharmacie hospitalière et qui a fait énormément pour le système suisse. Et donc le problème des pénuries en médicaments, c'est Enea Martinelli. Ceux qui le reconnaissent ici, il était tout jeune, c'était en 2004. Et c'était donc extrait d'un journal où il disait est-ce que les médicaments sont trop chers? Et il disait déjà attention, par rapport à cette pression constante sur ces prix, il y aura des conséquences. C'est lui qui a fait ce site internet Drug Shortage qui existe depuis quelques années en Suisse et qui est utilisé pour prévenir les pénuries et savoir quelle équivalence on peut donner et savoir aussi combien de temps le médicament sera en rupture de stock. Et c'est une personnalité donc reconnue en Suisse qui a fait partie de beaucoup de groupes de travail aussi à l'Office fédéral de la santé publique. Il a aussi un blog. Alors là, je vais vous apprendre le suisse-allemand. Hein, c'est Hey Leute, Sie mir mal ehrlich. C'est Hey Leute, seien wir ehrlich, soyons honnêtes. Et les gars, soyons honnêtes. Qui dit justement tous les problèmes qu'il y a en Suisse qui exacerbent justement ces pénuries. Et puis que des fois, on tape pas forcément au bon endroit pour faire changer les choses. Et puis, il a reçu le prix de personnalité exceptionnelle du monde de la santé en Suisse pour son travail. Donc là, en 2022, donc là, il est vraiment, il a beaucoup pris de temps sur son temps aussi privé pour mettre en valeur tout le travail des pharmaciens hospitaliers. Voilà, donc moi je pense que vraiment, si on veut changer le système politique, si on veut changer les lois, la vision doit venir de la pratique. C'est le monde professionnel
les soignants, pharmaciens, médecins qui savent quand même ce qui est bien de faire, comment le faire et pourquoi le faire. Et donc, il ne faut pas attendre du top-down dans ce domaine. Il faut vraiment sortir et puis revendiquer ce dont on a besoin. Là, je vais vous montrer un petit film parce que cette opportunité, avec ces pénuries de relève notamment, a permis en Suisse de réunir les 5 professions médicales, donc les médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens et vétérinaires, pour une manifestation devant le Palais fédéral et un dépôt des revendications. Et puis, depuis le temps des apothicaires et autres barbiers, il n'y avait jamais eu une mise en commun de revendications des professionnels médicaux. En Suisse, on se regardait plutôt en chien de faïence. Zu 5 miteinander, sei das über die Tierärzteorganisation, sei das aber auch über alle weiteren Organisationen, uns ihre klaren Forderungen gegeben haben. Ich kann Ihnen versprechen, wir beide nehmen diese mit und wir lassen sie nicht in der Schublade verschwinden. Besten Dank. Donc voilà les 5 fêtières des professions médicales. Et donc c'est vraiment pour moi très important, comme je vous l'ai dit, parce que si on arrive à se mettre ensemble, c'est vraiment le début de l'interprofessionnalité, du partage des tâches, des prises de responsabilité, chacun selon ses compétences et toujours donc pour le bien du patient. Donc si on se coordonne bien, si on travaille ensemble, eh bien on aura beaucoup moins de problèmes à l'avenir et nos professions seront attractives pour la jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, en ce qui concerne les pénuries de médicaments, si je comprends bien, c'est plus lié à l'économie qu'à la fabrication des médicaments ? On a toujours l'habitude de dire qu'en fait, il y a un incendie dans une usine en Asie et puis ça bloque tout le système, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que justement, on a amené à ce monopole et cette globalisation par le système politique sans prendre de mesures, ni en amont ni en aval quand ça arrive. Je comprends. Est-ce qu'on peut faire aussi un parallèle avec la France, peut-être ? Est-ce qu'il y a des choses fondamentales qui changent entre la France et la Suisse sur le fonctionnement général de la santé ? Ah oui, vous avez un pays centralisé, alors il y a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage d'être décentralisé, c'est si on a de l'argent toujours, plus de marge de manœuvre pour décider de comment on va faire. Je prends un exemple, quand j'étais au canton du Jura, et on doit fournir la dialyse aux gens. Mais dans un petit canton, à 70 000 personnes, il n'y a pas non plus énormément de gens dialysés. Donc, on se disait avec la France, donc le pays alentour, peut-être que des gens pourraient venir être dialysés chez nous, plutôt que d'aller jusqu'à Montbéliard, ceux qui sont à la frontière. Mais en fait, la décision d'une dialyse et comment c'est financé, en France, il faut passer par Paris, Rennes et puis retour. Donc, c'est extrêmement compliqué aussi, au niveau décisionnel, de changer l'organisation. Par contre, si par décret en France, on décide d'avoir des réserves nécessaires pour certains médicaments, ça va se faire très rapidement. En Suisse, pas. Donc, voilà, il y a des avantages dans les deux
les deux pays. Voilà, si vous voulez choisir entre les deux pays. Non, je dis ça, j'ai les deux nationalités, alors peut-être que vous allez me donner envie de venir, mais comme l'a dit Madame la maire, nous sommes dans la plus belle ville du monde, donc... Et Romain, peut-être une question pour Mélanie. Si on a compris, en gros, même cause, même conséquence, point de départ économique, et tu évoquais éventuellement, bah oui, c'est qu'un financement à la boîte, entre guillemets, quid du financement à l'acte? Alors c'est une question qu'on se pose aussi côté français. Quelle est votre avancée dans cette réflexion-là? Est-ce qu'il faudrait y passer complètement, y compris sur le volet hospitalier? Voilà. Le financement du travail par rapport aux pénuries? Oui, bien sûr. Ah oui. Oui, je pense que c'est un travail important, comme on l'a vu, qui a été mesuré et prouvé, et puis on doit le financer, parce que sinon on va prendre des ressources sur d'autres activités, notamment par exemple sécuritaires ou de conseils cliniques, qui sont aussi importants. Il y aura aussi des conséquences sur le financement des soins avec des patients moins bien pris en charge. Donc moi j'espère qu'on va y arriver à cette rémunération, en tout cas pour gérer ces pénuries. Merci. Aussi. Après, dans le système hospitalier, je ne sais pas comment... Chez nous, c'est par cas, en fait, par cas d'hospitalisation. Donc, c'est des forfaits globaux par cas. Donc, il faudrait peut-être même l'augmenter, mais il suffit déjà pas à faire tourner les hôpitaux. Donc, c'est encore un autre débat. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Un micro peut circuler. Voilà. Philippe est ici avec son micro et vous le propose. Nous avons un autre micro ici. Ah, tout au fond. Bonjour. Est-ce que vous arrivez à valoriser des ETP spécifiques un peu pour la gestion des pénuries? Parce que c'est vrai que ça s'est renforcé. Nous, on a été obligés un peu de l'intégrer dans les fiches de poste, notamment sur le pharmacien du dispositif médical. C'est devenu presque une grosse partie de son temps. Parce qu'au niveau des directions, c'est toujours difficile de dire, oui, mais les pénuries, ça s'est augmenté, il me faut des ETP pour ça, parce que on n'arrive pas à le chiffrer, quoi. Alors, dans le graphique que j'ai montré, ça peut aller jusqu'à 100 heures de plus par EPT, ce qui fait pour nous un 5% par EPT. Donc après, vous pouvez le faire selon la grandeur aussi de l'hôpital. Évidemment qu'un petit hôpital aura plus de travail par rapport au même nombre de pénuries qu'un grand, mais en même temps, il a peut-être un assortiment moins grand. Mais en fait, il y a des hôpitaux, c'est au moins un 50%, voire plus de personnel nécessaire. Mais là, je ne suis pas spécialiste. Peut-être, Pascal, tu saurais répondre sur le nombre. Alors, l'appel à un ami. Le micro arrive. Oui, je pense qu'il y a pas mal d'hôpitaux qui ont fait des quantifications. C'est pas forcément facile de quantifier, mais si on se prend un peu de temps pour le faire, c'est possible. Nous, on est arrivé sur pour un grand CHU de l'ordre de 2 équivalents temps plein dédiés aux ruptures d'approvisionnement. Et à force de combat, on a obtenu un ETP supplémentaire de la part de la direction, grâce justement à tout le chiffrage qu'on a pu faire. Et surtout de démontrer que l'équivalent temps plein supplémentaire permet de mieux gérer les ruptures, d'aller faire des réclamations aux firmes pour des surcoûts, et on a pu démontrer des retours sur investissement à la fin de pouvoir mettre un peu plus de ressources. Pascal, c'est que sur les médicaments en plus. Que sur les médicaments. Merci.